Ça s'en va directement dans les cours d'eau, directement dans la terre, puis ça va rejoindre les nappes phréatiques. On est très content des retombées économiques de l'aluminium chez nous et on se donne bonne conscience quand on évoque l'aluminium vert. L'aluminium vert, est-ce que c'est vrai? C'est la déforestation, c'est la mort, la pollution et c'est la dévaluation du territoire. Des mines de bauxite en Amazonie jusqu'au dépotoir des alumineries au Saguenay, on a remonté toute la chaîne de production pour vous montrer la face cachée de ce métal. Est-ce qu'on est un sacrifice pour être capable d'électrifier nos transports, de diminuer nos gaz à effet de serre? Il ne faut pas que ce soit ça. Un lanceur d'alerte nous dit qu'on devrait peut-être surveiller davantage ce qui se passe à l'intérieur chez Rio Tinto. On fait rien de cacher tout le temps, puis balayer en dessous du tapis, là. Ça va prendre un bon bout de temps avant qu'ils voient ce qu'il y a en dessous du tapis, mais il commence à m'en avoir pas mal. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Derrière ce quartier d'Arvida en apparence ordinaire se cache un immense crassier qui reçoit les déchets de l'industrie de l'aluminium depuis des décennies à Saguenay. Un peu plus loin, les arbres dissimulent le vieux lac de boue rouge toxique de la Terrière. Il n'a toujours pas été réhabilité 35 ans après le déversement de 10 millions de tonnes de résidus. Les gens ne voient pas, là. Si ce n'est que par avion ou par des drones, parce que c'est pas visible. Ces sites qui représentent un danger sont interdits d'accès, mais du haut des airs, les images sont saisissantes. 1 million de tonnes de résidus de bauxite sont générés chaque année par la seule raffinerie d'alumine au Canada. L'usine Vaudreuil de Rio Tinto est en service depuis 1936. Et comme la montagne de déchets d'Arvida arrive bientôt à pleine capacité, le dépotoir va s'agrandir ailleurs. La production d'alumine est un processus qui est extrêmement polluant. Et on parle jamais de ça là, quand on parle d'aluminium vert. Là. C'est ici au Québec qu'on produit l'aluminium le plus vert. Il y a un marché très important pour de l'aluminium vert. Decades, Québec has distinguished itself as the greenest aluminium in the world. C'est pollué à vie, là, ce qu'ils ont fait là. Juste le fait qu'ils prétendent que c'est de l'aluminium le plus vert. Vous voyez qu'il y a une partie qui est cachée au public ou qui, eux, n'assument pas leur responsabilité. L'industrie projette l'image d'un aluminium propre et responsable. Mais nous avons découvert que ces prétentions vertes, malgré les millions de dollars de fonds publics investis, sont loin de refléter la réalité. Regardez la couleur du soleil. Soleil qui vient de bien sur les cimes. C'est tout doré. C'est formidable. En plein cœur de la ville de Saguenay, le boisé panoramique est un joyau pour les amateurs de plein air. Mais cette zone verte et ces milieux humides entourés de résidences sont menacés. C'est ici que le 3e crassier de Rio Tinto doit voir le jour, un site sélectionné pour son moindre coût. Il faut enlever tous ces arbres-là pour créer un dépotoir de résidus de bauxite. Ça n'a aucun sens, là. C'est le poumon de la ville, là. Daniel fait partie d'un comité citoyen qui se bat pour empêcher la multinationale d'anéantir cette forêt. Si on prenait une partie du Mont-Royal, imaginez, puis qu'on coupait 50 000 arbres dans le Mont-Royal, qu'est-ce qui se passerait? Bien, ça pourrait pas se faire parce que le monde se lèverait. Ces retraités ont justement décidé de se lever. Le boisé va y être pour nos enfants, petits-enfants et autres habitants de Saguenay. Alors, si on détruit ça, on détruit l'avenir. Mais c'est aussi au nom d'un meilleur avenir que la demande d'aluminium ne cesse d'augmenter.
Ce métal léger est un matériau clé de la lutte au changement climatique. C'est avec une immense fierté qu'Elisis présente le nouvel aluminium sans carbone, fruit d'un procédé révolutionnaire qui améliore encore le métal le plus polyvalent au monde. C'était en 2018. Rio Tinto et Alcoa forment une nouvelle entreprise et annoncent un procédé qui va éliminer les gaz à effet de serre, le Saint Graal du métal. La toute première technologie de fusion de l'aluminium à zéro émission de carbone au monde. Québec et Ottawa paient la part du lion pour développer cette technologie. 120 millions de fonds publics. En 2021, ils rajoutent 40 millions. Le géant Apple mise sur une innovation québécoise pour réduire son empreinte carbone. Apple, Ford, Audi, BMW et la bière Michelob Ultra signent des ententes pour obtenir ce métal dit carboneutre. Un coup marketing réussi, mais aucune usine n'a encore accès à cet aluminium miracle qui devait être commercialisé en 2023-2024. La technologie n'est toujours pas sortie du laboratoire. Puis moi, je veux rien de moins que le Québec soit un leader mondial de l'aluminium vert. On est capable. La réalité, c'est que les 4 alumineries de Rio Tinto et sa raffinerie de bauxite trônent toujours au palmarès des 20 plus gros pollueurs de la province. Le rêve vendu par Elisis donne une impression de déjà-vu. Alcan fait valoir que ces nouvelles usines seront si bien équipées qu'elles ne pollueront pas. On a un historique de promesses non tenues, partiellement tenues, avec des excuses ou des entourloupettes pour essayer de prolonger. Jacques Dubuc a été porte-parole de la compagnie Alcan, rachetée par Rio Tinto en 2007. Alcan est un des nombreux pollueurs du Québec. On ne s'est jamais caché pour le dire. On est engagé dans un processus sérieusement de se corriger. Il fait partie d'un groupe d'anciens cadres qui croient que le Québec se fait avoir parce que Rio Tinto ne respecte pas ses engagements, mais elle conserve les droits sur 6 centrales hydroélectriques épargnées de la nationalisation, une ressource collective. C'est un gros avantage. Et avec ça, ils sont capables de dire qu'ils produisent de l'aluminium vert. En échange de cette énergie propre à rabais, l'entreprise avait promis d'investir pour moderniser ses usines et diminuer la pollution dès les années 80. L'ensemble des usines qui étaient vieillottes, vieillissantes, polluantes, à bout de vie. Mais 40 ans plus tard, ce n'est toujours pas complété. Rio Tinto a repoussé à 2028 le remplacement de l'aluminerie la plus polluante au pays, celle d'Arvida, qu'elle va fermer graduellement, toujours avec une façade d'aluminium vert. L'aluminium vert est un instrument de marketing. C'est un label qu'on vient ajouter à une industrie qui a peu changé depuis des décennies. La professeure Marie-Claude Prémont remarque que les alumineries ont commencé à verdir leur image bien avant Elisis. La Bourse du carbone de Montréal ouvrira d'ici la fin de l'année. La stratégie apparaît en 2007, au moment où la Bourse du carbone est instaurée. L'industrie est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. La facture s'annonce salée. L'activisme de l'industrie autour de l'aluminium vert correspond souvent avec des périodes où l'industrie a des choses à quêter. En coulisses, Rio Tinto fait pression sur Québec en vantant son métal plus propre que celui produit au gaz ou au charbon. Et ça marche. Elle est exemptée de payer des compensations sur le carbone qu'elle émet. Le rôle des élites politiques est non pas de gober les yeux fermés ce que l'industrie dit, mais de faire une évaluation de la situation au nom de l'intérêt public. En l'absence d'incitatifs, 17 ans plus tard, les émanations de Rio Tinto n'ont pratiquement pas changé. C'est pas normal qu'elle n'ait pas de pénalité à la quantité qu'elle produise. L'ancienne ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, a été témoin de la puissance du lobby de Rio Tinto quand la multinationale a voulu retarder l'implantation de technologies moins polluantes. La tactique a toujours été la même, c'est le chantage des emplois. Donc, si vous ne faites pas ce que je vous dis,
on va fermer telle usine, on ne pourra pas se tenir ouvert parce que c'est pas rentable, et tout ça. Ils n'ont qu'un objectif, c'est l'argent. Il faut juste être conscient de ça. Martine Ouellette a voulu serrer la vis à Rio Tinto, mais son gouvernement a plié. Et si on leur dit toujours oui, bien, ils vont ambitionner. Ça devient des enfants gâtés, on dirait. Les alumineries québécoises sont les plus rentables au monde. Et selon elle, c'est en raison des largesses des gouvernements successifs, même s'il y a un coût pour l'environnement. Et jamais ils perdent. Depuis plusieurs années, là, ils ne font qu'additionner des privilèges, et tout ça en siphonnant des fonds publics, en subventions déguisées. On parle de 1,2 milliard de dollars par année. Elle inclut les coûts évités des exemptions sur les gaz à effet de serre, les rabais d'impôts et l'avantage des barrages, un montant qui continue de gonfler avec Elysis. On leur donne de l'argent les deux yeux fermés, on leur signe des chèques en blanc. Je veux dire, ils sont morts de rire, là. On se tient pas debout. On se fait vraiment manger la laine sur le dos et on leur dit quasiment merci. Rio Tinto a refusé nos demandes d'entrevue, mais affirme que ses pratiques de lobbyisme respectent les lois. Elle dit que la majorité de ses projets, qui totaliseraient 2 milliards depuis 2020, n'ont pas reçu de soutien de l'État. Elle confirme que l'exploitation commerciale d'Elysis n'est pas pour demain. Quand on dit que c'est un mirage ou un écran de fumée, c'est qu'on réussit à gagner du temps. Il faudra encore du temps et de l'argent parce que la technologie à l'étape du prototype est loin d'être déployée à grande échelle. L'industrie vient encore de réclamer des fonds publics pour faire avancer son projet. La compagnie disait dans ses rencontres avec les analystes financiers que Elysis ne verrait pas le jour avant 2035. Nous avons contacté Elysis, qui a refusé de dévoiler son nouveau calendrier, disant être pleinement concentré sur la recherche et le développement. Même si Elysis fait un jour son entrée dans toutes les usines, le bilan carbone ne sera pas nul parce que le reste de la chaîne pollue aussi. 1 à 2 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium pour extraire, transporter et raffiner la bauxite avant même la fusion du métal. Après la pause sur le terrain en Amazonie, on vous montre les conséquences de l'extraction de la bauxite, pollution et déforestation. C'est cette boue de bauxite qui a été jetée dans le lac il y a longtemps. Le discours positif pour vendre l'aluminium que Rio Tinto qualifie de vert, c'est de dire que c'est vraiment plus écologique. Mais lisez les petits caractères. Ça, c'est si on ne tient pas compte de la pollution en Amazonie. On s'est rendu à 7000 km du Québec, en plein cœur de l'Amazonie brésilienne, pour voir l'impact des mines de bauxite qui alimentent nos alumineries. Ici, l'eau est vitale. Tout se fait en bateau, du traversier de nuit avec les hamacs colorés sur le fleuve Amazone à la petite barque typique du coin. Mais la pire sécheresse de l'histoire, due au réchauffement climatique, a vite compliqué nos déplacements dans les ruisseaux qui sillonnent la forêt amazonienne. Il a fallu marcher, tirer et pousser nos barques pendant des heures, malgré les dangers. On s'en va dans le banc de sable. Avec la sécheresse, il faut pousser la pirogue et c'est un combat. On risque de se faire piquer par une raie en marchant. Donc amener une personne malade d'ici vers la zone urbaine, c'est très difficile. Un peu plus loin, dans la rivière Trombetas, beaucoup plus profonde, ces immenses vraquiers chargés de bauxite se déplacent facilement. Certains entreprennent une longue traversée vers le port de Rio Tinto à Saguenay. On quitte nos bateaux pour voir d'où provient leur cargaison et on prend la route avec l'impression d'arriver sur une autre planète.
tout est recouvert de bauxite rouge. Au bout de l'immense complexe industriel qui carbure aux énergies fossiles, on arrive dans une mine à ciel ouvert. La machinerie défriche la forêt jour et nuit pour extraire 12 millions de tonnes par an. La bauxite est concassée, lavée, séchée et les déchets que ça génère sont disposés dans ces imposants bassins retenus par des digues. José Domingos habite à environ 20 km de là, à Boa Nova, autour du lac Sapukua. Il dit être doublement affecté par les changements climatiques et la pollution de la minière Rio do Norte, que tout le monde appelle ici MRN. Il y a eu un glissement de terrain qui s'est produit dans les montagnes de Saraca, et ça a dévalé jusqu'ici. Il raconte qu'une coulée de bauxite a contaminé l'eau il y a plusieurs années en raison de l'érosion créée par la mine et que ça a défiguré le paysage. Vous voyez ici, il y avait de l'eau. Elle est montée et ça a tué la forêt marécageuse. Encore récemment, il a été témoin d'un glissement de terrain près du plateau d'Arama après que la forêt ait été rasée par la mine. Ça m'attriste qu'un jour je ne puisse plus rester ici, dans ce paradis que vous voyez. Pour lui, c'est très émotif. José avait quitté un village empoisonné par une raffinerie d'alumine pour s'établir ici. Il a l'impression que l'histoire se répète. Dans le ruisseau adjacent au lac Sapukua, ici, l'eau n'a pas l'air contaminée. Elle semble pure, cristalline même. Mais ce que les riverains nous racontent, c'est que lorsqu'il y a plusieurs jours consécutifs de pluie, le ruisseau devient totalement rouge en raison des résidus de bauxite. Il n'y avait pas de pollution quand ce géologue s'est rendu en Amazonie dans les années 60 pour la compagnie Alcan afin d'approvisionner la raffinerie de bauxite du Québec. J'étais prêt à affronter une région comme ça, même si les dangers étaient nombreux. Notre chance, c'est que les gens sur place savaient tout sur la forêt. Son équipe a trouvé le gisement de Trombetas à l'aide des Amazoniens. En 1979, MRN ouvre avec Alcan comme actionnaire minoritaire et plus tard Rio Tinto. Le premier navire rempli de minerais quitte pour Saguenay. La mine considère alors que le territoire où elle s'installe est vide. Il n'y avait rien là-bas. Rien, sauf la forêt tropicale et quelques personnes. Mais un peuple dépendait pourtant du territoire accaparé par la mine, le même peuple qui a protégé l'équipe d'Alcan dans la jungle. Ce sont les Quilombolas, des descendants d'esclaves qui ont fui le travail forcé pour créer des communautés dans ce coin isolé d'Amazonie. Notre peuple s'est installé, s'est abrité en haut des cascades. Et c'est là qu'on a été accueillis par les peuples autochtones. Carlene Printes est une militante quilombola. Son grand-père décédé a aidé les prospecteurs miniers à découvrir la bauxite sans se douter des conséquences. Je cherche un mécanisme pour défendre nos territoires. Parce que nos luttes, nos rêves, nos aspirations sont collectives. J'ai appris ça dès mon plus jeune âge. Son père Carlos se bat depuis 40 ans pour la survie des Quilombolas du village de Boa Vista qui est collé sur la mine. Nous luttons sans relâche pour perpétuer cette beauté qui existe en abondance dans la nature et dans la forêt. Ils disent que les cargos géants remplis de bauxite détruisent la rivière et tuent les poissons qu'ils mangeaient, que les arbres centenaires où ils cueillaient les noix du Brésil ont presque disparu, tout comme les animaux qu'ils chassaient. C'est la déforestation, c'est la mort, la pollution et c'est la dévaluation du territoire. Il n'y a pas d'aluminium vert. Il n'y a pas d'aluminium durable parce qu'ici, la dignité d'un peuple est violée. O negro tem muito amor. Pour accompagner leur combat et dénoncer la contamination du territoire,
Carlos a créé cette chanson. Il sait que cette lutte va bien au-delà des quilombolas. Il nous amène au lac Batata pour voir un des pires désastres industriels de l'histoire de l'Amazonie. C'est cette boue de bauxite qui a été jetée dans le lac il y a longtemps. Ces déchets laissés là continuent de détériorer le lac et de nuire à la population et aux poissons. Le chef de la communauté raconte que c'était le dépotoir de la mine entre 1979 et 1989. Le déversement de 18 millions de mètres cubes de boue de bauxite a recouvert le tiers du lac et tué une partie de la forêt. La science a démontré que l'extraction de bauxite peut libérer des métaux lourds comme le plomb, l'arsenic et le mercure, qui peuvent contaminer l'eau. Les gens continuent de pêcher quand même dans le lac. Pourquoi? Oui, nous continuons. Nous pêchons ce qui est disponible ici parce qu'il n'y a pas d'autre option. Donc, nous mangeons ce poisson. Écoutez, c'est triste de constater qu'il y a toute cette boue, on la voit. Mais plusieurs familles n'ont pas d'autre solution. Elles doivent pêcher et boire cette eau. La moitié des 120 familles qui habitent autour du lac Batata n'ont toujours pas accès à de l'eau potable pour cuisiner ou se laver. Ils se plaignent de problèmes de santé comme des démangeaisons. Les enfants sont les plus touchés. Certaines personnes qui boivent cette eau ont la diarrhée et mal au ventre. On voit que c'est un problème dû à l'eau parce que tout le monde n'a pas encore de puits. Nos données techniques montrent que cette eau n'est pas contaminée. Nous avons confronté le directeur de la mine à ces témoignages, mais Vladimir Morera assure qu'il n'y a aucun danger parce que les résidus sont inertes. Vous, est-ce que vous mangeriez ce poisson-là? Si je mangerais du poisson du lac Batata, bien sûr que j'en mangerais. Pas seulement en provenance du lac Batata, mais aussi de toute la région. 35 ans après le désastre, seulement une petite partie du lac a été restaurée par la mine. Plusieurs sections sont toujours d'un rouge alarmant. Il faudra encore des décennies d'efforts. Au retour, des effondrements récents de barrages qui retenaient des déchets toxiques au Brésil font craindre le pire aux gens qui habitent près de la mine de bauxite. Ce n'est pas sécuritaire. Nous savons que ce n'est pas sécuritaire. Vous comprenez? Quand il pleut beaucoup, ça nous empêche de dormir. Vous avez vu à quel point la mine de bauxite qu'on a visitée en Amazonie nuit à la qualité de vie des résidents. Mais ce dont ils ont très peur, c'est qu'il se produise ce qui est arrivé dans une autre région du Brésil, l'effondrement d'un barrage qui retenait des déchets toxiques. Aujourd'hui, la température est suffocante en Amazonie, qui subit une vague record de chaleur. La famille de Carlene se rend au ruisseau Água Fria, qui signifie eau froide en portugais. C'est notre petit refuge contre la chaleur où les amis se rencontrent pour avoir du plaisir et surtout pour se rafraîchir. Mais pour en profiter, les quilombolas doivent s'éloigner du barrage qui retient des sédiments de bauxite. Ici, nous pouvons profiter du ruisseau pour nous baigner, pour socialiser. Mais dans la zone polluée, c'est impossible, parce qu'au bord du ruisseau, il y a de la boue de bauxite. En 45 ans d'exploitation, la mine dont le principal actionnaire était jusqu'à récemment la multinationale Vale, en plus de Rio Tinto, a laissé sa trace en polluant l'air de poussière rouge et en contaminant des cours d'eau. Le directeur Vladimir Morera assure que la pollution est chose du passé. Aujourd'hui, le secteur minier compte environ 250 stations de surveillance de la qualité de l'eau, de l'air et du bruit. Et toutes ces stations démontrent qu'il n'y a pas de contamination.
Pourtant, la minière Rio do Norte a reçu près de 12 millions de dollars d'amende depuis 20 ans pour avoir pollué des ruisseaux, rejeté des substances toxiques dans la nature, coupé des arbres illégalement et fourni de fausses informations sur son bilan environnemental. De nombreuses personnes tombent malades, parfois à cause de l'entreprise. Mais ils ne font rien pour ces gens-là. Les plaintes pour des problèmes de santé qui seraient reliés à la pollution sont récurrentes, mais les données manquent. Des études sont en cours pour vérifier si les activités minières sont en cause. MRN nous déroule le tapis rouge lors d'une visite guidée. Je pense que le produit vendu par la société minière contribue et peut contribuer à la fabrication d'aluminium vert. Pour vanter ses efforts environnementaux, la direction nous montre sa pépinière et les secteurs qu'elle reboise systématiquement l'année suivant l'extraction de la bauxite. C'est une obligation, ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas un cadeau de Noël. Attention à l'image durable que projette la mine, prévient la procureure générale de l'État. MRN laisse derrière elle des décennies de négligence et ce qu'elle fait est exigé par les autorités. L'exploitation minière est extrêmement néfaste pour l'Amazonie. Dire que son produit est vert, c'est très grave. C'est très sérieux vu la chaîne de production de la bauxite. Défricher la forêt, comment peut-on dire que c'est écologique? Creuser le sol, comment peut-on dire que c'est vert? Rio Tinto dit être consciente des préoccupations liées à l'exploitation de la bauxite au Brésil. Elle affirme travailler sans relâche à améliorer ses pratiques dans l'ensemble de la chaîne. Liliane Braga sent qu'il y a une évolution, mais pour les victimes d'injustices environnementales qu'elle rencontre, l'impact est bien réel. Cette immense production alimente une de nos grandes préoccupations ici en Amazonie, à savoir la contamination au mercure, qui contamine l'utérus des femmes et qui les amène à avoir des enfants malades. Ça contamine le poisson que nous mangeons et ça contamine l'eau. C'est sérieux. Et à ces inquiétudes s'ajoute le stress de vivre à côté des 29 immenses réservoirs remplis de déchets miniers, autrefois déversés dans le lac Batata. En l'espace de quelques heures, ce village a été dévasté. Dans les dernières années, une série d'effondrements de barrages similaires à ceux de la mine de bauxite ont secoué le Brésil. Près d'1 million de mètres cubes de boue de déchets miniers toxiques s'est déversé sur plus de 7 kilomètres. La surveillance déficiente des autorités et le laxisme de la minière Vale ont conduit à la catastrophe de Brumadinho en 2019, après de fortes pluies, 272 morts et un désastre écologique. Pour les gens qui habitent autour des barrages de Porto Trombetas, la menace d'une rupture est source de cauchemars. Même s'ils prétendent que ces barrages ne poseront aucun problème et qu'il n'y aura aucune conséquence pour notre communauté, ce n'est pas sécuritaire. Nous savons que ce n'est pas sécuritaire. Ils vivent avec la peur constante d'être engloutis par une marée rouge, surtout avec la météo de plus en plus extrême. Si un jour il y a un problème pour nos communautés, pour les 16 communautés du lac Sapuquá, malheureusement, ce sera la fin. Ce sera fini pour nous. Vous comprenez? Quand il pleut beaucoup, ça nous empêche de dormir. Une semaine après la catastrophe, les images sont passées en boucle sur les télévisions brésiliennes. It was crazy because my team and we were running against time to assure that all the dams were in a good safety condition in the state. L'enquête de la procureure Andressa Lancotti a démontré que l'instabilité des barrages de Brumadinho était connue de la minière Vale.
Ces informations n'ont pas été portées à l'attention des autorités compétentes, ni à la population exposée au risque. Ça indique qu'une plus grande attention a été accordée à la réalisation de bénéfices qu'à la préservation de l'environnement et à la sécurité des gens. En 2020, un an après la catastrophe de Brumadinho, Vale écrit dans un rapport qu'elle possède d'autres barrages similaires, comme celui de la mine de bauxite de MRN. Et Vale dit « La rupture de ces structures pourrait entraîner des pertes de vie et de graves dommages matériels et environnementaux. » Je peux attester que notre système de gestion des déchets est absolument sécuritaire. MRN insiste aujourd'hui pour dire que ces barrages de rétention de résidus sont en fait bien différents de ceux qui se sont rompus. Et la mine s'appuie sur ce système sophistiqué implanté après la tragédie de Brumadinho pour assurer qu'ils sont sécuritaires. Une surveillance en continu est obligatoire. Mais je pense qu'il y a et qu'il y aura toujours un risque pour ceux qui habitent autour. MRN veut agrandir sa mine. Elle met une croix sur d'autres barrages et promet d'enfouir ses déchets avec une nouvelle technologie. Mais pour Liliane Braga, ça ne changera rien à l'impact sur l'eau et à la déforestation de l'Amazonie. Mais l'exploitation minière dans l'État de Pará contribue beaucoup aux problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés. Et une des solutions pour lutter contre le réchauffement, c'est la voiture électrique construite avec du soi-disant aluminium vert. Nous avons le sentiment que nous sommes toujours un pays pillé, un pays colonisé, que nos meilleures ressources sont extraites pour contribuer à une vie meilleure que nous n'aurons pas ici. Non, ce n'est pas pour ici. La voiture électrique, ce n'est pas pour ici. Au retour, un lanceur d'alerte lève le voile sur des déversements de produits toxiques au complexe industriel de Rio Tinto à Saguenay. Le respect de l'environnement est seulement là pour bien paraître. Mais ce qu'on peut vivre à l'interne, c'est pas la réalité. C'est vraiment juste un aperçu. Avec une grande entreprise qui emploie autant de monde et qui a des retombées économiques aussi importantes dans une région comme le Saguenay, rares sont ceux qui osent ouvertement critiquer une multinationale de l'envergure de Rio Tinto. Mais on a gagné la confiance d'un lanceur d'alerte de l'interne et il a des choses importantes à dire. Dans le fond, là, il y a l'usine de Fleury, avec les réservoirs d'oignon et d'acide. Ce lanceur d'alerte dont nous devons protéger l'identité nous amène sur son lieu de travail, au cœur de l'immense complexe industriel de Rio Tinto à Saguenay. Ici, on traite la bauxite, on produit de l'aluminium et ça implique une grande quantité de produits chimiques. Dans le fond, c'est là que tous les produits sont mélangés. Là. Nous sommes en contact avec cette source depuis des mois. Elle porte un jugement sévère sur des pratiques environnementales dont elle a été témoin. Qu'est-ce qui est montré est souvent maquillé avant d'être présenté au public. Je trouve qu'à un moment donné, il faut avoir la vérité. Le respect de l'environnement est seulement là pour bien paraître. Mais ce qu'on peut vivre à l'interne, c'est pas la réalité. C'est vraiment juste un éclancement. Le lanceur d'alerte a vu de nombreux incidents et déversements toxiques, certains déclarés au ministère de l'Environnement, mais bien d'autres passés sous le radar des autorités. On fait rien que cacher tout le temps, puis balayer en dessous du tapis. Là. Ça va prendre un bon bout de temps avant qu'ils voient ce qu'il y a en dessous du tapis, mais il commence à en avoir pas mal. Là. Nous avons obtenu copie de la centaine d'infractions environnementales remises à Rio Tinto pour sa division aluminium au Québec depuis 15 ans. La multinationale s'est fait prendre à 8 reprises pour avoir caché des urgences ou tardé à signaler des problèmes de pollution au ministère.
Lorsqu'il y a des incidents environnementaux, ce n'est pas automatiquement déclaré au gouvernement? Non, on a un système interne qui s'occupe de gérer ces cas-là. On a eu des déversements dernièrement. On a tout simplement remis du matériel pour dissimuler la couleur et dissimuler le déversement. On n'a pas vraiment de surveillance en arrière de nous. Les citoyens qui vivent autour des dépotoirs de résidus de bauxite craignent les effets sur la santé et l'environnement. On parle de cadmium, de mercure, de plomb, d'arsenic, de nickel, d'argent, de cobalt, de manganèse, de strontium et d'uranium. Et là, j'en ai passé. Il y en a 14 produits. Alors, comment voulez-vous qu'on ne soit pas inquiet de ce qui se trouve là-dedans? Les documents montrent que la santé publique exige un suivi serré pour éviter l'émission de poussières rouges fugitives comportant des risques, notamment en raison des concentrations d'arsenic. Mais les quartiers en ont été recouverts en 2022 et 2024 lors de tempêtes. L'épisode le plus marquant est survenu en 2013. C'est inquiétant. Dans l'air, il doit en avoir aussi, puis on le respire, on veut pas, là. Les poussières rouges provenant des dépôts de résidus de bauxite se sont alors retrouvées mélangées à la neige. Rio Tinto a été condamné à payer 160 000 $ d'amende. Le ministère de l'Environnement a déjà déclaré coupable la compagnie du fait qu'il déversait des résidus de bauxite pouvant mettre en péril la santé des humains. Bien, c'est toxique, ça. Rio Tinto assure qu'elle prend l'emportement des résidus au sérieux et qu'elle étudie des moyens de protection additionnels à mettre en place. On ne met pas que de la bauxite, on met plusieurs produits. Notre source révèle qu'en plus des résidus miniers autorisés, Rio Tinto mélange aussi d'autres matières dangereuses interdites dans le crassier d'Arvida, comme des résidus d'acide sulfurique fumant, à l'insu des autorités. C'est vraiment un amalgame de tous les produits chimiques qu'on peut trouver dans l'usine, puis c'est mélangé avec le reste des résidus. Mais les amendes sont rares. La dernière fois que le géant minier a été réprimandé à ce sujet remonte à 2015. Selon les chiffres du ministère de l'Environnement, les inspecteurs effectuent moins de 6 vérifications terrain ou administratives par mois au complexe de Rio Tinto à Jonquière, un site qui, avec le dépotoir, s'étend sur plus de 3 km². Les inspections administratives, ça me fait bien rire. Moi, je ne blâme pas les fonctionnaires qui sont en place, mais l'État n'a plus les effectifs. Il faut avoir ce qu'on appelait la police verte à l'époque, là, des inspecteurs qui sont sur le terrain régulièrement. En compilant les données, on a découvert que Rio Tinto Alcan arrive au 3e rang des délinquants environnementaux au Québec et fait partie du registre fédéral des contrevenants avec 2,1 millions de dollars d'amende. Ça fait pas beaucoup par année pour une grosse corporation comme Rio Tinto Alcan. Fait que sûrement que son équation, à elle, ça coûte beaucoup moins cher de continuer à polluer que de faire les correctifs. Le respect de l'environnement, ça devient une question monétaire? Toujours. C'est seulement le niveau d'amende qui peut faire réagir. Rio Tinto nie ces allégations. Elle écrit qu'elle opère avec une culture de conformité environnementale stricte et va au-delà de la conformité, y compris pour la déclaration des déversements. Certains incidents ont frappé l'imaginaire, comme la rivière Saguenay qui a vu rouge il y a plus de 15 ans, polluée sur des kilomètres par des résidus de bauxite. Pensez-vous qu'un poisson va vivre ici sur le bord avec la couleur de l'eau? C'est pas nocif. C'est certainement pas bon pour la santé. On voit dans les infractions commises par RTA qu'il n'y a pas seulement eu des déversements de boue rouge dans la rivière Saguenay, il y a une panoplie d'autres produits toxiques qui ont été rejetés dans l'eau depuis 15 ans. On parle d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures, d'eau acide, de soude caustique très corrosive, d'acide sulfurique et en janvier dernier, une quantité inconnue d'eau usée toxique. Tout ce bassin-là, là, qui est en dessous du crassier actuel, ça doit être absolument pollué. Les rapports de vérification obtenus confirment les suspicions des citoyens. Les eaux souterraines sont contaminées au fluorure et au cyanure. Le ministère de l'Environnement enquête sur des rejets qui, depuis 2013, dépassent ces critères autour des sites de résidus de bauxite. Mais il y a aussi une autre source de contamination.
La brasque, c'est cette matière nocive, ce résidu de la production de l'aluminium que les usines doivent depuis toujours entreposer méticuleusement en raison des risques d'explosion. En 2008, Rio Tinto Alcan affirmait avoir mis en place une technologie durable pour décontaminer ces déchets dangereux remplis de cyanure et de fluorure. Cette usine était une première mondiale. Mais nous avons appris que cette avancée a connu de graves ratés. Rio Tinto est présentement visé par une enquête du ministère pour une série de manquements à la loi liés à l'entreposage et au traitement des brasques. Nos canalisations sont pas nécessairement étanches, donc on se ramasse avec des contaminants dans la nature. En 2022-2023, il y a eu d'importantes fuites toxiques. On a été mis au courant, puis on n'a pas pris de mesures tout de suite correctives, ça a pris un certain temps. Le ministère a relevé que des cyanures excédant du double la concentration permise et des fluorures jusqu'à 6 fois plus élevées que la limite ont été rejetés dans les eaux souterraines. Il signale aussi une contamination occasionnelle du ruisseau La Houde qui coule vers le Saguenay. Ça s'en va directement dans les cours d'eau, directement dans la terre, puis ça va rejoindre les nappes phréatiques. Rio Tinto déclare que chaque incident fait l'objet d'une enquête et que des mesures correctives sont mises en place pour éviter que ça se reproduise. Elle rappelle que son empreinte carbone est parmi les plus basses au monde et qu'elle veut continuer de la réduire. C'est de l'éco-blanchiment, de dire c'est de l'aluminium vert. Miser sur l'innovation et l'aluminium vert du Québec. Les experts le disent, l'éco-blanchiment, c'est quand une compagnie masque ses opérations polluantes avec une image éco-responsable qui trompe le public, et dans ce cas-ci, avec l'argent des contribuables. Ils vont utiliser une électricité extrêmement précieuse en laissant aussi, ici au Québec, aussi de la pollution, là. De la pollution sur le territoire, de la pollution en termes de gaz à effet de serre et en partant avec l'argent. C'est pas du développement durable, là. Non, c'est le moindre coût, plus de profit. Des mines de bauxite jusqu'au dépotoir de l'industrie au Québec, l'aluminium vert n'a finalement de vert que le nom. J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. C'est déjà le moment de vous saluer pour aller plancher sur nos enquêtes de l'automne. Toute l'équipe vous remercie de vos commentaires, de vos suggestions de reportages. Continuez d'ailleurs. Bref, de votre fidélité tout au long de cette saison. Je vous donne rendez-vous en septembre pour une 18e saison d'enquête.